3 iPhones haut de gamme en septembre 2024. Le Mac Studio à moitié enterré. L'app Apple TV sur WebOS. Authentification à 2 facteurs quasi obligatoires. Fini le monopole WebKit. Lundi 6 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 324. Bonjour à toutes et à tous. Un iPhone 16 Ultra en plus des iPhone 16 Pro et Pro Max, et je l'ajoute en tant que 4e iPhone dans la future gamme, à la place peut-être de l'iPhone Plus qui s'avère être un bide. C'est le pari de Mark Gurman, pari qu'on partage et dont on vous a d'ailleurs parlé ces dernières semaines, mais nous pensions que l'Ultra remplacerait le Pro Max. Mark, lui, dans sa newsletter dominicale Power On, mise sur un modèle supplémentaire dans 1 an et demi. Il y aurait donc, Fabrice, en 2024, 3 modèles haut de gamme et peut-être un seul iPhone grand public. Alors ça a fait beaucoup parler sur les réseaux là depuis l'annonce de dimanche, en tout cas le pari de dimanche de Mark Gurman. Parce que pour l'instant, il ne s'appuie pas, semble-t-il, sur des infos qu'il a recueillies, mais sur une interprétation d'une phrase de Tim Cook pendant l'appel avec les financiers, dont on a fait un épisode spécial jeudi dernier, dans lequel Tim Cook à un moment dit il répond à une question d'un journaliste qui lui demande: vous n'avez pas peur que la hausse des prix commence à faire un peu de mal aux ventes et que les gens aient envie d'iPhone moins cher? Il a répondu quelque chose du style non, les gens n'ont pas peur de payer plus cher, parce que l'iPhone fait tellement partie intégrante de la vie quotidienne que ils sont prêts à payer pour le haut de gamme quelque chose de très très cher. De là, Mark Gurman en conclut que potentiellement l'iPhone Ultra dont on parle depuis quelque temps ne serait pas en remplacement du Pro Max, mais vraiment en plus, encore plus cher, avec donc peut-être normalement d'autres fonctions supplémentaires, et peut-être plus grand, et peut-être finalement on n'en sait trop rien. Ce serait peut-être celui-là qui aurait par exemple le châssis en titane dont on parle depuis quelque temps. Ça remettrait en tout cas, ce que ça a l'air de confirmer aussi, c'est que les iPhones sont prévus 2 ans à l'avance et que donc ça ne serait pas avec l'iPhone 15, les gammes étant prévues vraiment 2 ans à l'avance minimum, et que pour rétablir et changer de cap, il faut vraiment attendre deux versions d'iPhone. Le changement de cap étant, comme tu l'as rappelé, l'iPhone Plus qui semble ne plaire à personne. Mark Gurman pose aussi, comme nous, la question de la cohabitation entre le Mac Studio et le Mac Pro, dont on attend toujours la première version Apple Silicon, parce que les 2 Macs sont en concurrence. Notre confrère de Bloomberg envisage que le Mac Studio ne soit, j'ouvre les guillemets, jamais mis à jour, en tout cas pas dans un avenir proche, et si c'est le cas, il faudra probablement attendre le M3 ou le M4. En effet, si le Mac Pro repose sur une puce M2 Ultra, alors que le Mac Studio abrite une M1 Ultra, une mise à jour du Mac Studio en M2 couperait l'herbe sous le pied du Mac Pro, Fabrice. J'ai l'impression que Apple a autant de mal que nous à se retrouver dans ces gammes, parce qu'on en a parlé dans l'hebdo et on a quand même un peu de mal avec M1, M2, Ultra ou pas. Toujours est-il que c'est la suite aussi de ce qu'avait dit Mark Gurman. Potentiellement, Apple a du mal à produire une puce qui soit plus puissante que la Ultra, qu'elle soit dans sa version M1 ou M2. Quelque chose de plus qu'on avait appelé M1 ou M2 extrême, qui serait 2 Ultra ensemble, sachant que les Ultras sont déjà 2 Max qui sont mis ensemble. En tout cas, un Mac Pro qui utiliserait la même puce haut de gamme que le Mac Studio, ça ferait bizarre, parce que du coup, comment différencier les 2 machines? Donc visiblement, c'est un peu comme dans une gamme plus basse, l'iMac est toujours en puce M1. Ça fait des mois que Gurman nous dit qu'il n'y aura pas d'iMac à puce M2, mais que ça passera directement à la puce M3. On commence à ne plus rien y comprendre en fait dans cette gamme et dans les améliorations de la gamme. On rappelle quand même que le Mac Pro d'abord a été annoncé. Apple dans une de ses vidéos avait dit que le Mac Pro à puce Apple arrivait, et puis on voit toujours rien venir. Et puis un des avantages qu'on attend du Mac Pro, c'est qu'on puisse étendre ses capacités. Sauf que quand on y pense, quand même, les puces Apple Silicon ne sont vraiment pas faites pour ça. Alors peut-être qu'on peut imaginer autre chose. On va rajouter quelque chose à ce qu'a dit Mark Gurman, c'est que le Mac Studio se contenterait entre guillemets d'une puce Max,
puisque maintenant on a le Mac Mini avec la puce Pro aussi, et que du coup la puce Ultra serait réservée à ce qui s'appellerait un Mac Pro, qui pourrait avoir la tête d'un Mac Studio encore un peu plus épais, parce qu'on pourrait mettre des choses dedans, par exemple du stockage en plus en interne. C'est une des choses que les pros demandent. Voilà, alors ça va être mon grain de sel. Allez, je mets une pièce dessus. Et moi, de mon côté, je parie que le Mac Studio va évoluer vers le M2 Ultra et que le Mac Pro attendra le M3 gravé en 3 nanomètres. Et on retrouvera peut-être du M3 Ultra dans le Mac Pro. Là, il y aurait une vraie différence entre les deux Macs. Chouette, les paris sont ouverts. Ça nous promet de belles discussions dans l'hebdo. Vous avez une télé à écran plat de marque Seiki, Echo, Stream System, Konka, Aiwa ou Hyundai. Toutes ces marques ont en commun d'embarquer WebOS, le système d'exploitation de LG dédié aux TV connectées. Le fabricant coréen annonce l'arrivée des applis Apple Music, Apple TV pour tous dans plus de 100 pays. Et pour les modèles 4K UHD et OLED sous WebOS 2.0, des technologies AirPlay et HomeKit. Signe Fabrice que les liens entre Apple et LG, qui vend des écrans à Apple pour ses produits et qui a même vendu des iPhones pendant un temps dans ses propres boutiques en Corée, eh bien ces liens restent relativement étroits. Alors, que restera-t-il au boîtier Apple TV pour les possesseurs de ce genre de télé, parce que c'est ça qui manquait jusqu'à présent. J'oserais ajouter éventuellement qu'il manquerait alors Apple Arcade, mais bon, je suis un peu tout seul à utiliser Apple Arcade. Non, c'est intéressant pour revenir plus sérieusement aussi dans la suite, là encore, des résultats financiers d'Apple du dernier trimestre. On a beaucoup parlé des services, du nombre d'abonnements et d'abonnés à des services en ligne d'Apple qui atteint 935 millions. Le fait d'avoir Apple Music et Apple TV et tout ça dans un téléviseur, et puis sûrement dans d'autres choses. Je pense que ça annonce d'autres appareils qui intégreraient les services d'Apple. C'est dans la droite ligne de la stratégie d'Apple d'étendre ses services. Et ça commence par WebOS. Ça fait longtemps que WebOS intègre une partie des technos Apple et il continue. Tout ça est très logique. Vous avez fait la mise à jour 16.3 d'iOS sur votre iPhone, comme la plupart d'entre nous. Vous avez peut-être des soucis avec vos sauvegardes iCloud. C'est peut-être lié, Fabrice, à l'identification à deux facteurs, ou plutôt au fait que vous ne l'utilisiez pas. Alors, le fait est que les personnes qui n'utilisent pas l'identification à deux facteurs doivent être maintenant assez rares, puisque quand on crée un nouveau compte Apple aujourd'hui, c'est obligatoire. Rappelons que l'identification à deux facteurs, c'est le système qui fait que lorsque l'on veut connecter un nouvel appareil à son compte Apple, on fait apparaître sur tous les autres appareils qui sont déjà connectés à ce même compte un code à 6 chiffres qui est indispensable pour pouvoir terminer la connexion sur le nouvel appareil, quel qu'il soit. Ça va dans là aussi dans la volonté d'Apple de sécuriser l'accès à ses services et à ses appareils, à tout bien verrouiller, notamment aussi avec les nouvelles fonctions de sécurité des données avancées, j'ai oublié le nom exact. Protection avancée des données, merci. Donc c'est peut-être que ça viendrait de là, c'est-à-dire que je me demande s'il y a un moment quand on est chez Apple et chez d'autres et qu'on met en place de nouvelles fonctions, on part de l'hypothèse que les options précédentes et les fonctions précédentes ont été adoptées déjà. Peut-être même que ce serait aussi bête que ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont oublié qu'il y avait certains comptes qui n'utilisaient pas le deuxième facteur d'authentification. Parce qu'il faut vraiment que ce soit un compte assez ancien, qui n'ait pas été mis à jour du tout depuis des années, quoi. Donc je suppose qu'ils vont corriger ça. En même temps, si vous faites partie des gens qui n'ont pas de second facteur d'authentification, faites-le, parce que franchement, c'est indispensable de nos jours d'avoir cette protection supplémentaire. Et puis c'est pas tellement difficile à gérer quand même, c'est bien fait avec Apple et vraiment faut le faire. À noter dans votre agenda, ce mercredi 14h30 heure française, Google tiendra une conférence pour une série d'annonces autour de Google Lens.
Google Maps et Google Search. Et là, on pense évidemment au séisme ChatGPT et à la contre-offensive de Google face à l'intégration de ChatGPT par Microsoft qui injecte 10 milliards de dollars dans OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Alors on a parlé d'Office, mais on parle désormais de plus en plus de l'intégration de ChatGPT dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui jusqu'ici, Fabrice, était quand même un peu à l'abandon, et donc peut-être le début de réplique de Google mercredi 14h30 heure française. Alors j'ai hâte de voir ça parce que depuis que ChatGPT est sorti, on en a beaucoup parlé. C'était finalement la vraie nouveauté de ChatGPT, c'était de proposer une interface facile à utiliser pour que tout le monde puisse essayer l'intelligence artificielle, même si ça existe depuis longtemps. En tout cas dans le mode conversationnel que ça propose. Et puis du coup depuis quelques semaines, on se dit est-ce que ça va pas faire de l'ombre à Google? Et aux moteurs de recherche en général. Moi, je me suis quand même posé la question, et puis je suis pas le seul, hein, j'ai entendu des commentaires comme ça. Le travail de Google et de Bing aussi, c'est de proposer des réponses correctes aux questions qu'on leur pose. Et on sait depuis qu'on l'utilise que ChatGPT est pas très bon en fait pour ça. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions et quand il sait pas, il répond quand même. Et il répond à côté. Par exemple, je sais pas si tu as vu, mais le camarade François Sorel, il a posé une super question à ChatGPT, il a donné la réponse après. Quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache ? Et ChatGPT d'expliquer en détail que la coquille des œufs de vache est plus épaisse que celle des œufs de poule. C'est quand même génial. Donc un moteur de recherche comme Google ou comme Bing ne peut pas se permettre de proposer des réponses comme ça. Donc il y a encore des progrès monumentaux à faire que potentiellement Google est capable de réaliser. C'est ce qui me chagrine dans l'investissement de Microsoft dans ChatGPT, c'est que si c'est pour utiliser la techno qu'on connaît déjà, c'est un peu dommage et c'est pas ce qui va améliorer les résultats de Bing, alors que Google est capable de produire sa propre intelligence artificielle qui, à mon avis, sera autrement meilleure. Qu'on voit déjà par exemple quand on fait des conversations avec Hey Google, on peut avoir une conversation suivie avec une première question, une deuxième en rapport, etc. etc. Donc je suis curieux de voir ça, mais en l'état, ChatGPT n'est pas un concurrent de Google et je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Google qui travaillerait, Fabrice, sur un navigateur sur iOS sans WebKit, et ça, ce serait une petite révolution. Ouais, c'est une petite news qui m'a fait réagir parce que on sait depuis les débuts de l'iPhone que le moteur de rendu de page HTML, c'est Safari, celui de Safari qui s'appelle WebKit. Et même si depuis quelque temps on peut installer un autre navigateur sur son iPhone, l'obligation est faite d'utiliser le moteur de rendu de page d'Apple. Donc même si on a Chrome, Firefox sur son iPhone, c'est forcément le moteur de rendu de Safari. Et là, on apprend que potentiellement Google est en train de travailler sur une version de Chrome pour iOS qui utiliserait Blink, donc son moteur de rendu de page HTML. Et ça peut vouloir dire qu'ils sont en train de se préparer à une annonce d'Apple d'ouvrir, parce qu'il y a une pression quand même depuis pas mal de temps sur Apple pour laisser les développeurs de navigateurs Internet utiliser leur propre moteur. Donc peut-être qu'on s'y achemine à petits pas. C'est intéressant. La quotidienne iWeek revient demain.